On ne le sent pas, mais dans les faits, c'est une réalité. Effectivement, lorsque vous avez une certaine conduite qui est constatée par l'enfant, et puis le lendemain, vous lui dites qu'on ne le fait pas, et il vous fait un rappel. Vous dites, mais j'étais avec vous hier, effectivement, le feu était rouge, je suis sûr qu'ils constatent, et les enfants plus que même les adultes. Donc, ils vous disent, mais on était machin, vous avez grillé le feu. Effectivement, vous êtes passé au feu, l'enfant, il vous le dira, et vous êtes tout confus. C'est pour dire tout simplement que les questions du civisme vont avec l'éducation. Ça, ce qu'il dit, c'est l'aspect éducationnel de la chose. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de changement, d'adaptation des institutions par rapport à l'environnement social, l'évolution de la société, c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'éducation aussi doit être adaptée. Tant au niveau des familles, tant au niveau de l'État. Il faut savoir quel type de citoyen on veut avoir. Parce que le civisme aussi, c'est ça. Justement, l'école, on va parler de l'école qui forme justement le citoyen. Il y a beaucoup d'incivisme. Des parents, par exemple, qui savent très bien que l'enfant échoue un examen, pas par manque de chance, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, mais parce que visiblement, l'enfant n'a pas le niveau. Quand on voit toute l'année scolaire, il n'a pas le niveau. Et le parent qui va acheter le diplôme de son enfant, c'est inculquer la culture du moindre effort à l'enfant. Oui, je posais la question ici. J'ai dit, mais comment les parents communiquent avec leurs enfants pour dire, je vais aller payer un concours? Je me demande comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est à leur insu, où ils informent l'enfant pour dire, bon, de toute façon, je vais payer pour que tu puisses avoir ton examen ou non. Et si c'est dit, mais c'est dramatique, c'est cruel. Je dirais même que c'est criminel. Et parlant de l'école aujourd'hui, les efforts sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais n'oublions pas aussi que au début des indépendances, nous sommes des enfants de l'indépendance, donc nous sommes nés après, quelques années après. La réalité, c'est que le monde scolaire évolue en effectif, d'abord. À l'époque, j'avais appris, quand moi j'étais étudiant, qu'avant nous, tous ceux qui venaient étaient d'office systématiquement boursiers. Quelquefois, ils pouvaient redoubler toutes les années, ils avaient leur bourse. Aujourd'hui, avoir une bourse, ce n'est pas évident. Mais ça aussi, c'est l'évolution de la situation économique avec l'effectif de la population que nous sommes aujourd'hui qui nous impose ces contraintes. Il y a également le fait des problèmes de boulot. Selon ce que nos aînés nous disaient, il semblerait qu'avant, il suffisait d'avoir peut-être le bac. Quand vous allez à l'extérieur pour faire des études au nom de l'État, il y a peut-être un ou deux boulots qui vous attendaient, donc vous aviez le choix. Aujourd'hui, avoir un seul boulot, ce n'est pas évident. Donc, l'environnement même change. Et ça fait que si les mesures au niveau étatique n'accompagnent pas, il est évident que nous allons tomber dans ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les enfants, il y en a qui vont pas à l'école, ils vous disent, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour travailler. De toute façon, on n'a pas besoin de veiller pour travailler. Il suffit de payer. Il suffit de faire ceci, et puis on y arrive. Et puis, j'ai même entendu des enfants, parfois le transport en commun, qui vous disent, tu te fatigues, mais est-ce qu'à la fin, on va travailler? Parce que simplement, pendant longtemps, on a tous compris qu'en allant à l'école, immédiatement, nous devons avoir un travail de salarié. Donc aujourd'hui, comme les mesures de sensibilisation n'ont pas accompagné, l'État n'a pas créé, je pense, ces conditions pour suffisamment accompagner, les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, dire à quelqu'un que tu vas avoir ton diplôme, il faut aller t'installer à ton propre compte, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'on traîne les pas. Dans les pays développés, que vous soyez planteur, que vous soyez chauffeur de taxi, que vous soyez quoi que ce soit, ce qu'on appelle chez nous les petits emplois, c'est les gens qui sont allés à l'école et qui ont un certain niveau. Or, chez nous, on dit, si tu as eu le doctorat, si tu as eu la maîtrise, si tu as eu tes diplômes, ta place, c'est forcément dans un bureau. Et du coup, le chômage, qui est quand même des éléments essentiels dans nos pays, je crois que le président en parlait hier à l'occasion de l'interview qui lui avait été accordée, je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte pour travailler sur nos mentalités et qu'on puisse y arriver. Oui, et je rebondis un peu sur une intervention par rapport à l'idée au niveau de l'éducation. Effectivement, parce que on a constaté, nous tous, on était sidérés à un moment donné que c'était les élèves qui étaient devenus les maîtres dans les écoles. Alors là, moi en tant que je me posais la question, mais quelle éducation allons donner à quoi ces enfants? Puis ce sont eux qui doivent éduquer les enseignants. Parce que c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils doivent aller en congé, c'est eux qui décidaient. Dieu merci que maintenant les choses effectivement évoluent. C'est eux qui décidaient quand est-ce qu'ils devaient aller en congé, c'est eux qui décidaient quelle note ils devaient avoir. Et presque même le montant des frais de scolarité. Voilà, le montant des frais de scolarité. Mais là, on se demandait, nous autres sociologues, mais dans quelle société nous sommes et quel citoyen que nous voulons bâtir.
Et il y a également le fait, pour parler de corruption, surtout dans certains concours et écoles de référence, il y a beaucoup d'écoles de référence qui n'en sont plus, ou qui ne sont que de nom, qui ont perdu de leur éclat et de leur prestige. Parce que justement, certaines écoles, pour y accéder, il fallait un certain niveau quand même. Et quand on s'est retrouvé avec des enfants de niveau moyen, des écoles qui étaient censées être des écoles d'excellence, on commençait à accepter des élèves plutôt moyens, moyennant finance. Oui. Forcément, ces écoles-là déclinent. C'est ça l'adaptation des institutions par rapport à la question, aux valeurs civiques, comme je l'ai dit. Si les institutions elles-mêmes ne jouent pas ce rôle de régulation et de maintien de ces valeurs-là, alors il va de soi que nous allons directement aller dans le sens de l'incivisme. Donc, en même temps, il faut bien préciser que les institutions ont peut-être également leur part de responsabilité. C'est ce que nous voulons dire, bien sûr. L'éducation étant une institution, fait partie des institutions qui permettent d'asseoir les valeurs civiques et morales. Donc c'est une institution clé dans une société, l'éducation, parce que elle est au commencement et elle est à la fin. Je rebondis lorsqu'il a parlé de l'emploi salarié et au détriment de l'entrepreneuriat. C'est juste parce qu'aujourd'hui, on constate, on voit mieux, on parle mieux des questions de chômage et d'emploi, mais parce qu'effectivement, on n'a pas su s'adapter par rapport au nouveau contexte en se disant que l'État ne peut plus seul être pourvoyeur d'emploi. Alors qu'à un passé, après l'indépendance, etc., l'État était pratiquement le principal pourvoyeur d'emploi parce qu'il avait ces capacités-là et il avait le besoin qui se faisait sentir. Mais aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure d'assurer l'emploi pour tous les jeunes, mais à travers des politiques qui permettent de mettre des moyens à la disposition des jeunes qui tout peuvent créer de l'emploi. Je crois que c'est à cette tâche-là aujourd'hui, effectivement, que le ministère de l'Emploi s'attelle à pouvoir réaliser ces différentes politiques-là. Je voudrais quand même dire un élément important dans ces bouleversements. C'est un constat, je pense que tout le monde devrait partager. Le gros problème, c'est que dans nos pays, en voie de développement, on mélange tout. La politique et la vie sociale. Tout est politisé. Je pense que c'est surtout ça aussi qui fait qu'il y a assez de désordre souvent. Parce que lorsqu'un gouvernement en place annonce une décision, ça peut ne pas arranger un groupe et on politise, alors que ça peut être des actions d'intérêt national. Ce sont des choses qui sont, pour nous tous, l'école là, quelle que soit la personne qui viendra à un moment ou un autre au pouvoir, il est évident que l'école va continuer à visiter. On dit d'ailleurs les individus passent, l'État et les institutions restent. Et j'ai remarqué qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, depuis surtout les années 90, tout est politisé. Je ne citerai pas de domaine particulier, mais tout est politisé et ce n'est pas de nature à créer, j'allais dire, une certaine tranquillité au niveau des populations. Je me sens dans tel camp, dans ce qu'on dit là-bas, c'est d'intérêt national, je peux m'y opposer. L'autre parle, je ne me sens pas concerné, mais il faut savoir faire la part des choses en ce qui est strictement politique, donc ça reste politique, mais ce qui est d'intérêt national, qui va dans le sens du civisme ou des valeurs morales, je pense que les Ivoiriens doivent faire la part des choses et c'est ça qui va nous permettre certainement de pouvoir avancer. Docteur Koulibaly. Oui, absolument. Je veux dire, c'est vrai que ces valeurs, ces textes, ces lois qui sont élaborées, c'est vrai, c'est élaboré par les politiques. Ce sont eux qui élaborent les différents textes qui régissent la société. Mais là, une chose est d'élaborer ces textes et puis une chose est de les faire appliquer. Quelle est la solution justement pour revenir à ces valeurs civiques qu'on avait, qui étaient si fortes et qui ont subi des changements au vu des mutations sociales? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'éducation d'abord. Vraiment, il faut inclure dans les différents programmes. Trouver les points, trouver des points d'ancrage de ces valeurs-là au niveau de la jeunesse. Tant au niveau du système éducatif, même au niveau des autres systèmes, c'est pas forcément, ce n'est pas uniquement l'éducation. Même la culture politique, pour rentrer dans le domaine politique, ça demande des valeurs. Effectivement, la culture politique, c'est une valeur. Mais par rapport à l'exemple qu'il a pris, effectivement, là, ce n'est plus une valeur.
là, ça devient maintenant l'incivisme même. La politique même nous conduit à l'incivisme. Effectivement, alors que la politique doit nous conduire au civisme. C'est par la politique qu'on élabore les tests et qu'on fait respecter ces tests-là. Et ces tests doivent être en conformité avec l'environnement social, donc la société elle-même. Voilà. Donc, à un moment donné, lorsqu'il y a un écart qui est constaté au niveau des décisions politiques et l'application au niveau des populations, et que dans ce couloir de transmission, rien n'est fait pour qu'effectivement le flux d'informations se maintienne entre ces deux acteurs-là, il va de soi qu'on tombe dans l'incivisme, et c'est ce qui nous est arrivé. Il fallait qu'il prenne l'exemple que quand une décision est prise, on dit non, puisque ce n'est pas mon président qui a pris, parce qu'on dit, ce n'est pas mon président qui a pris cette décision, donc je ne l'applique pas. Mais il faut que l'État lui-même se donne les moyens pour faire appliquer justement ces tests. C'est ça aussi les valeurs civiques. Il y a un côté répressif de police. On finira justement ce thème demain. Aujourd'hui, on s'est axé plus sur les valeurs civiques. Demain, on parlera de valeurs morales, de valeurs sociales. Ce sera le docteur Brou qui sera présent. Merci beaucoup, docteur Koulibaly, pour votre présence et pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue. Encore une fois, excellente fête d'indépendance à vous. Merci beaucoup. Merci à vous pareillement. Bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup. Ouais. Merci également, docteur Brou. On sera avec vous demain. On parlera, je l'ai dit, de valeurs civiques et morales, de valeurs morales surtout. Absolument. Merci encore. Très bonne fête à vous également. Merci. Et puis, on profite pour saluer tous les Ivoiriens. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. Nous avons un invité de la DCM qui a des informations à vous livrer. Juste une petite page musicale et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, merci beaucoup. Avant de recevoir le professeur Assa Alou qui est déjà installé, bonjour professeur. Bonjour. On prendra langue avec vous dans quelques instants. Il y a un petit communiqué que j'aimerais vous faire partager, justement, émanant de la direction des chaînes TV. Et qui dit ceci: les candidats retenus pour l'émission Star Karaoké 2014 sont les suivants. Soyez très attentifs: Nabaloum Aminata d'Abidjan, Néné Lou Alexia d'Abidjan, Koye Fatima Mireille d'Abidjan, Baté Nadia d'Abidjan, Layo Man Roseline de Mans, Amonji Elodie d'Abidjan, Guéhi Sarah Christelle d'Abidjan, Kwakunda Huguette d'Abengourou, Soko Marie-Pierre d'Abidjan, Sonzaï Bio Ismen Priska de San Pedro, Niezale Kobli Florent d'Abidjan, Ngeta Kadjo Stéphane d'Abidjan, Dako Sébastien de Boaké, Djalega Daniel d'Abidjan, Ouattara Oumar Sokachene de Korogo et en fait Nyakouri Brice d'Abidjan. Ce sont donc là les 16 candidats retenus. Et on vous informe également que l'émission de lancement de l'édition 2014 de Star Karaoké aura lieu ce vendredi 8 août, c'est demain, à 21 h en direct sur RTI 1. Restez donc connectés pour avoir toutes les informations sur les innovations
de cette 11e édition, faire connaissance avec les 16 stars retenus à cette émission de lancement. Professeur, rebonjour. Rebonjour. Alors, j'annonce que vous êtes professeur titulaire de chirurgie maxillo-faciale et ancien directeur général de la santé et chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Treichville. Oui, c'est bien ça. Avec vous, on va parler de la 3e campagne d'opération gratuite de bec de lièvre. Effectivement, hier j'étais à votre tribune pour parler de la 3e campagne d'opération gratuite du bec de lièvre. Mais avant de continuer, j'aimerais profiter de ce jour solennel pour souhaiter une très bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. 54 ans, c'est l'âge de la pleine maturité. Et donc, je souhaite une très bonne fête à tous. Merci. Et concernant la 3e campagne d'opération du bec de lièvre, je commence par la définition. Le bec de lièvre, c'est le terme courant. Mais de façon scientifique, le bec de lièvre, c'est la fente labio-alvéolo-palatine. Et c'est un peu barbare, mais c'est la simple division de la lèvre, surtout de la lèvre supérieure. Il y a d'autres malformations qui n'entrent pas dans le cadre des becs de lièvre, mais qui se situent au niveau de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire au niveau de la tête. Comme on parle de pieds beaux, de malformations cardiaques, et pour ce qui nous concerne, les becs de lièvre sont des fentes labiales et qui intéressent l'alvéole. L'alvéole, c'est la partie de la mâchoire sur laquelle s'insèrent les dents. Et juste après les dents, on a le palais. Et je l'ai dit, le palais, c'est le plafond de la bouche. Quand vous ouvrez la bouche, il y a le plancher sur lequel repose la langue. Et quand vous mettez la pointe de la langue en haut, vous touchez le palais. C'est le plafond qui fait la séparation entre la cavité buccale, la bouche et les narines. Pour ne pas que, en mangeant son riz, le riz passe par l'arrière-gorge et se retrouve dans le nez. C'est assez désagréable. Et donc, ce sont des malformations. Donc, pour ceux qui souffrent donc de fente alvéolo-palatine, il y a souvent une ouverture au niveau du palais ou carrément de l'alvéole ou de la lèvre. Oui. D'accord, donc il faudra refermer tout ça. Oui, et il y a une ouverture, une communication entre la bouche et le nez. C'est que ce sont des enfants qui nasillent et qui ont des troubles de la phonation et qui ont des troubles nutritionnels parce que tout ce qui passe par la bouche comme liquide ou solide et passe par le nez. Alors qu'est-ce qui cause justement ces malformations? Ce sont des malformations congénitales. Oui, donc, liées qui surviennent lors de la grossesse, lors de la formation au stade embryonnaire du fœtus. Il y a des facteurs qui ont été incriminés, des facteurs génétiques, héréditaires. Il y a des parents porteurs de bec de lièvre qui ont fait des enfants nés avec des becs de lièvre. Il y a également des facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs médicamenteux. L'alimentation. L'alimentation n'est pas trop vérifiée. Il y a des maladies. En tout cas, j'ai entendu dire que quand la mère ne mangeait pas suffisamment de viande, de protéines pendant sa grossesse, il y avait des risques. C'est pas vrai du tout. C'est pas trop vérifié, mais comme les protéines entrent en grande partie dans la constitution morphologique du fœtus, ce sont des facteurs qui sont incriminés. D'accord. Alors du 5 au 20 septembre, il y a une opération, ce sera d'ailleurs la 3e campagne d'opération gratuite de ces malformations. Comment ça va se passer? Oui, je profite pour dire merci au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui depuis 2010, 2012 et maintenant 2014, le ministère de la Santé s'est impliqué dans l'organisation pratique
administrative et institutionnelle de cette campagne. Et c'est une campagne d'opération gratuite, je dis bien gratuite, parce que la fondation ATEF au maïs, qui est le partenaire principal, appuyé par d'autres partenaires, organise gratuitement la prise en charge pré-thérapeutique, thérapeutique, c'est-à-dire avant l'opération, par les examens biologiques, et pendant l'intervention par la mise à la disposition des équipes techniques de tout ce qu'il faut. Et donc la Fondation ATEF au maïs et les partenaires financent entièrement cette intervention. Alors, il faut donc, est-ce que les candidats, les patients, je dirais, sont déjà recensés, ou on va lancer ici un appel pour tous ceux qui souffrent, qui ont des proches qui souffrent de... Effectivement, un appel, il y a quelques cas qui nous sont parvenus, environ une cinquantaine, mais nous attendons au moins 100 personnes. Et donc, je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population, aux autorités administratives, aux autorités sanitaires, aux médecins, quel que soit l'établissement, aux infirmiers et infirmières et surtout les sages-femmes de prendre contact avec nous au 57 54 09 72 ou au 20 31 39 59. Et ils seront pris en charge par une équipe nationale composée de chirurgiens maxillofaciaux, de chirurgiens plasticiens et esthétiques de la face, et renforcée par une équipe américaine composée de 17 membres qui seront là pour nous aider et à faire ces interventions. Très bien. Donc, la troisième campagne, c'est pour le 5. Ça démarre le 5 et cela jusqu'au 20 septembre. Oui. Donc, on a environ un mois pour se faire inscrire, pour se faire recenser. Et puis, à partir du 5, les opérations commencent. À partir du 5, les opérations commencent au CHU de Treichville. Au CHU de Treichville. Merci beaucoup, professeur. Vous avez autre chose à ajouter ou l'essentiel a été dit? L'essentiel a été dit. Et encore bonne fête de l'indépendance. Merci. Bonne fête à vous également. Et merci pour votre disponibilité de nous permettre de... Merci beaucoup à vous également. Je rappelle donc les contacts 57 54 09 72 et le 20 31 39 59. C'est ici d'ailleurs que nous allons nous arrêter. Encore une fois, excellente fête d'indépendance à tous. Merci de nous avoir suivis. On sera encore en votre compagnie demain à partir de 13h15. Grand remerciement à Madame Amani qui m'a habillée aujourd'hui. C'est ma mère d'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Je lui fais un gros bisou et très bonne fête d'indépendance à elle. Et à vous tous, très chers téléspectateurs, à demain.